Alors merci à Olivier Pernaut pour sa très belle conférence et merci à vous de rester pour la suite de cet événement qui s'annonce sensationnel. Et nous avons le plaisir d'accueillir plusieurs acteurs locaux, enfin des musiques électroniques à Nancy, ceux qui ont fait de la musique électronique à Nancy, ceux qui continuent d'en faire, ceux pour qui cela représente ou a représenté une grande part de leur vie. Donc je les invite à venir s'installer près de moi, près de nous. À savoir que ça ne vous empêche pas d'aller au bar, boire des bières, vous balader, retirer les chaises si elles vous encombrent un peu et on passe un bon moment tous ensemble. Alors, salut Tony. Salut, salut Adrien. Est-ce qu'on a d'autres collègues? Venez tous, venez tous. Et on a même un second micro. Vincent. Donc d'abord, pour introduire le projet Toute une histoire dans lequel cadre cette soirée, c'est un site internet, un site d'archives des musiques actuelles à Nancy, où on retrace 50 ans de musique actuelle à Nancy, que ce soit du rock, de la techno, du rap, du métal aussi. Il ne faut pas oublier le métal. Et le but, c'est de mettre sur internet, de garder une trace numérique de toute cette vie culturelle qu'il y a eu. Et pour célébrer un peu la musique électronique qu'il y a eu, qu'on ne connaît pas forcément, nous avons fait cet événement. Merci à vous de rester ici, à savoir que ça n'est pas une conférence, c'est une table ronde, n'hésitez pas à prendre la parole, à venir vous déplacer. Venez, venez, venez. Regarde bien, il faut que tu viennes. Eh bien aussi, Seb. Alors pour partager leur passion de la musique électronique, avec nous on a Stony, Stéphane Couteau de Ellipse Sound System, qui a été l'un des premiers sound systems de Nancy dès la moitié des années 90. Est-ce que je me trompe, Stéphane? Non, c'est bien ça. On a commencé à peu près en 95-96. On a repris une association qui faisait essentiellement de la vidéo. Et puis on a décidé d'y ajouter la musique. Et voilà. Donc le thème, en fait, lorsqu'on organisait les soirées, c'était de mettre la musique et de la vidéo en même temps. Donc on a fait bosser des DJ et des DJ. Donc on a commencé par des petites soirées, des petites rêves. Et puis on s'est vite retrouvé face aux forces de l'ordre. Et donc les renseignements généraux, les gendarmes. Donc il a fallu passer vite dans les organisations de soirées un peu plus carrées, avec des commissions de sécurité, et voilà quoi. On aura l'occasion d'en parler encore un peu après. On a Vincent Vicario de Beat Club qui est là. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Alors tu vois, je donne à cette table ronde des allures de jeu télévisé. Oui, tout à fait. J'espère que ça va tout le monde. Alors Vincent, tu as fait partie, tu es le fondateur de Beat Club. Oui, entre autres, enfin, cofondateur. Cofondateur. Un collectif. Un collectif, bien sûr. Alors à savoir qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ne représentent pas bien sûr leur personne, mais le collectif. Donc si vous faites aussi partie, vous avez connu ces personnes, venez parler. En fait, vous pouvez même venir ici pour prendre la parole si vous le souhaitez. Et Vincent, dans Beat Club, donc tu as pratiqué, tu étais dans le monde des rêves parties, mais tu as aussi eu ce collectif de vidéos en parallèle. Alors, Beat Club, en fait, l'idée, nous, c'était d'à la fois mêler l'esprit des rêves parties et puis aussi du club. C'est-à-dire l'esprit des rêves parties et puis la musique du club, telle qu'on a pu voir dans la conférence, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment ces deux courants qui sont un peu mêlés, et puis de ramener ça un petit peu dans le territoire urbain, finalement. Et donc de faire des soirées itinérantes dans des bars, des bars de quartier, des PMU, des choses comme ça, et de ramener du contenu musical, faire des programmations de DJ, et puis avec un éclectisme assez appuyé, voilà, qui tournait, ça allait
du funk à la techno, en passant par le hip-hop, la house. Donc on avait voilà, toute une gamme comme ça musicale. Et puis une sorte d'esprit où on voulait la gratuité dans le bar, on voulait les boissons négociées à des tarifs très réduits, puisqu'on parlait beaucoup de monde et que c'était des bars où il n'y avait pas forcément beaucoup de monde d'habitude. Donc voilà, on a essayé de faire vivre ça un petit peu. Puis après, il y a eu pas mal de collaborations avec Ellipse, évidemment. Je faisais partie d'un collectif aussi de VJ, Skin Maximizer, on a tourné notamment avec Ellipse sur les soirées. Voilà, et puis avec Ellipse, après, petite participation sur les dernières années, avec Electrozoom notamment, ceux qui ont connu des rendez-vous électroniques, donc vraiment organisés par Ellipse en collaboration avec la ville, donc totalement légal, hein, sur le parvis de l'école d'architecture, pour faire découvrir la musique électronique et tout ça dans une ambiance, encore une fois, de gratuité et d'ouverture aux différentes structures qui faisaient vivre la ville à l'époque. Voilà. D'accord. Rapide. Je te remercie, bien, Gareth. Ça va être à ton tour de présenter. Tu fais partie aussi de Contact Prod. Ouais, Contact Prod, on a commencé à organiser en 2001, on a fondé l'asso en 2003. Nous, on était juste après Ellipse, du coup, plus dans des établissements. Vous n'avez pas trop de free et de rêve. Divers établissements lancés, on est partout. Styles musicaux qui étaient entre la house, la techno, la musique électronique au sens large du terme. Et puis on continue encore maintenant, on a traversé ces époques compliquées, je trouve, des années de 2006 à 2010, où il y avait un véritable creux et les anciens avaient déjà un peu vieilli, on ne sortait plus, les plus jeunes pas encore attiré vraiment. C'était des époques un petit peu compliquées où on faisait 60 personnes ou 100 personnes, c'était une soirée qui marchait bien. Puis des fois on en faisait un peu plus, mais on a essayé de tenir un peu la barre sur ces années-là avant que ça redécolle bien dans les années 2011 selon moi. Donc voilà, ces époques début 2000 jusqu'à maintenant. Essayer de faire des trucs. D'accord, je te remercie. On a aussi Hugo du collectif CTL, et qui est venu avec un de tes collègues. Voilà, nous, c'est plutôt vous avez contacté, je pense, plutôt pour la jeune génération, on va dire, entre guillemets. Et nous, on a un collectif qui a un peu plus de 5 ans, et on est aussi à la fois dans l'organisation de soirées un peu plus clandestines, on va dire. Finalement, on reprend les mêmes codes qui sont ceux de la free party, mais en centre-ville, ou dans l'agglomération, on va dire, et à la fois des soirées en club aussi, voilà, plus toléré, quoi. Voilà. Donc nous, on a moins d'histoire, mais voilà, c'est plus sur ce qui se passe maintenant. D'accord, je te remercie. À savoir qu'il y a aussi beaucoup de monde, je crois que tout le monde ici se connaît un peu, hein, je crois, la moitié des personnes se connaissent, n'hésitez pas à intervenir. On a beaucoup de gens qu'on a peut-être qu'on a voulu inviter, certains n'étaient pas disponibles, certains sont venus aussi de même. Donc on n'oublie pas le totem, on n'oublie pas l'Ostra qui est ici. Je ne sais pas si Imeka, Manu, tu peux dire 2 mots de l'Ostra. Ou en tout cas, il est dehors. Mais en tout cas, on parlera de l'Ostra, c'est promis, et du totem. Et j'aimerais qu'on commence et qu'on éclaircisse déjà un point. Quelle est la différence entre les rave parties et les free parties? Alors, vu que je crois que c'est quand on avait préparé cette table ronde ensemble et ça avait fait un peu débat. Alors, qui prend le micro? Moi, j'imagine ça comme plutôt ce qui est légal et illégal, quoi. Quand c'est dans les règles de sécurité, de la loi, quand on a une autorisation de la préfecture, de je sais pas quoi, et puis il y a des parties où on vient s'installer, peut-être avec l'autorisation d'une personne qui nous loue un terrain, ou alors vraiment chez quelqu'un, mais sans demander une autorisation à l'institution publique. Enfin, voilà. Après,
la free party, il y a aussi une donation à l'entrée, enfin, c'est jamais totalement gratuit, et on demande aux gens de participer. Donc, enfin, est-ce gratuit ou pas, ça, je ne sais pas si c'est... pour moi, c'est ça le... Il y avait aussi, je crois, la notion d'intérieur et d'extérieur. Je crois que, Manu, tu avais un attachement, en fait, pour la rave party qui serait en extérieur. J'ai ça. Oui, je crois que tu avais dit ça. Tu avais Oui, donné l'étymologie du mot rêve. Oui, c'est vrai qu'on en avait discuté. Pour moi, oui, une rave party a un côté un petit peu extérieur, un petit peu sauvage, ce qui reste dans les racines étymologiques du mot battre le champ, délirer, comme en parlait Olivier Pernon tout à l'heure. C'est des racines anglaises du mot rave, et battre le champ, on imagine bien sûr que c'est en extérieur. Et c'était surtout, on en parlait pendant la conférence, un mouvement qui est né pour un peu contrer la répression qu'il y avait dans les clubs plus classiques. Donc pour moi, ça se passe forcément à l'extérieur, ou en tout cas à l'extérieur des lieux conventionnels, quoi. Enfin, j'imagine plus en extérieur, mais après c'est peut-être que ma vision des choses. J'ai beaucoup de mal, en tout cas à l'époque actuelle, de déterminer la différence fondamentale d'une rave, d'une free. Et oui, pour moi, ça reste extérieur. Je ne sais pas ce que les gens en pensent. Quelqu'un veut prendre la parole, qui n'hésite pas. Est-ce que quelqu'un ici pourrait nous éclaircir sur les free parties? Il peut se lever, venir vers nous. Oui, vas-y. Bonjour Marc. Marc carte blanche. Pour moi, il y a un truc quand même, c'est qu'en Allemagne, il y a encore des rave parties énormes qui font 50 000 personnes, on en connaît, et qui sont hyper, qui durent 3 jours, on dort pas, etc., mais qui sont très encadrés. Alors qu'une free party, il y a en général pas de communication, et il y a un anti-système commercial. Après ça, on peut le défendre ou ne pas le défendre, mais qu'on peut arriver au même résultat en termes de plaisir musical ou en termes de taille d'événement, comme il peut y avoir le Technival, mais par contre, il n'y a pas la même volonté politique, sans pouvoir prendre des grands mots derrière. Mais au niveau politique, c'est pas du tout la même chose, à mon sens, une free party qu'une rave party. Et c'est pas le même public non plus. D'accord, et est-ce qu'on peut parler aussi de même esthétique? Je crois qu'on avait dit, ou j'ai cru comprendre, que la free party avait parfois une ambiance un peu plus, j'avais écrit, virile. Alors, est-ce que j'ai vraiment écrit quelque chose de stupide, ou est-ce qu'on peut dire que l'esthétique, il y avait aussi un déroulement, c'est un peu plus hardcore peut-être, un peu plus... Les free parties, Ouais. oui, plus viril, plus radical, plus hardcore, tout simplement. Hein. Je pense que la musique est beaucoup plus dure. Le public, c'est dur de ne pas stigmatiser, mais c'est un public, j'imagine, un peu plus rebelle, un peu plus... Je sais pas, peut-être plus le CTL, ou peut-être un avis... Après, nous, on n'est pas vrai, enfin, nous, on n'organise pas de rave party, on n'est pas trop proche du hardcore au final dans la musique qu'on fait. En fait, nous, on aime bien dire qu'on fait un peu un compromis en fait entre les deux, parce que ce qu'on aime surtout, nous, c'est l'esthétique, ça va être du hangar, du lieu qui va être là où ça va être un peu brut. Après, sinon, niveau musical, nous, on se retrouve vachement plus dans la musique de club que de la musique de teuf, en fait. Juste pour revenir sur la notion de free party, en tout cas, nous, à l'époque, je crois que ce qu'on tenait aussi beaucoup, c'était, ce qui était assez intéressant, c'était cette notion de gratuité et de pouvoir accéder, en tout cas, c'est comme ça, c'est ce qu'on a voulu à un moment défendre aussi, c'est cette liberté de pouvoir aller écouter de la musique sans débourser énormément d'argent. Alors c'est très compliqué à gérer aussi, parce que quand on commence à faire des trucs urbains et à devoir gérer à la fois de la commission de sécurité, et tout un tas de trucs, c'est compliqué de faire du gratuit, mais il y a un état d'esprit en fait, et voilà, alors ça va peut-être, c'est peut-être pas puriste de dire ça, mais en tout cas dans la notion de gratuité, et donc d'aller faire la fête et que ça ne devienne pas quelque chose de pécunier non plus, et que les organisateurs le fassent bénévolement, et que les gens viennent du coup avec aussi cet état d'esprit en tête, où les choses ne sont pas là pour faire de l'argent et un commerce, mais à la fois pour partager juste un plaisir de la musique et de la danse. Voilà, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, et c'est l'état d'esprit là qu'on essaie d'insuffler après de notre manière, en tout cas peut-être dans les événements. D'accord, je te remercie.
Alors pour vraiment attaquer le gros du sujet, j'aimerais savoir quel était le paysage musical de Nancy avant que naissent comme ça les premiers sound systems. Est-ce que Nancy était une ville ennuyeuse? Qu'en était la musique électronique ou quel était l'air du temps un peu? Si on remonte vraiment dans le temps, il y a eu courant alternatif sur Nancy. Donc il y a déjà de la musique qui est sortie, il y a Indus, tout ça. Donc moi je suis pas vraiment au fait, mais il y a eu quand même des groupes sur Nancy, Steve Baus ou j'en sais rien. Enfin voilà, il y avait quelques groupes qui ont commencé à faire de l'électro. Il y a eu quelques DJ sur Nancy qui ont plus de 50 ans à l'heure actuelle, qui ont commencé à faire des rêves, qui ont vraiment connu les rêves dans les années 90, 93, là, le début. Et puis voilà, pour parler d'Ellipse, nous on est arrivé après, mais le décor était déjà quand même un petit peu planté. Hein. Voilà, il y avait eu le mouvement acid house et new beat, on le connaissait dans une discothèque à Nancy qui s'appelait l'Entrepôt, le campus. Donc ça a commencé là. Et puis voilà, nous on a enchaîné quand même bien après, quoi. Donc après, c'est vrai que l'envie c'était d'aller dehors, quoi. Donc, vu que les boîtes s'étaient mis sur d'autres musiques, après, nous, logiquement, vu qu'on avait bien le courant là, donc on est parti à l'extérieur, quoi. Mais il y avait une partie du décor qui était plantée, il y avait des courants musicaux sur Nancy qui avaient déjà amené la chose. Et puis voilà, quoi. Donc ici, l'influence quand même, elle a été diverse sur Nancy. Après sur Metz, on faisait une différence aussi, c'était plus hardcore, indus, enfin voilà quoi. Et puis nous on a commencé, mais il y avait tous les Messins qui étaient sur le pont pour attaquer. Il y avait Anthony avec son magasin de disques, il y avait Micro-Sillon à Metz aussi. Donc c'est vrai qu'on a développé chacun dans sa ville. Et puis après on a commencé à échanger ensemble. Il y avait aussi Strasbourg qui nous a montré l'exemple. Hein, tu as dû travailler avec Talstef ou même Stefanovic dont on a parlé. Tu parlais de Metz, c'était les pieds inégaux, c'est ça? Alors, sur Metz, ouais, nous, d'ailleurs, je rends un petit hommage à Fabrice, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui était le patron des Pieds Inégaux. Et donc, je tiens vraiment à remercier cette association, parce que sans eux, on n'aurait jamais rien fait. Ils représentaient, on va dire, une quinzaine de corps de métier dans le spectacle. Ils représentaient une quinzaine de corps de métier dans le spectacle. Et donc c'est avec eux qu'on a pu monter nos projets et faire des festoches qui commençaient à atteindre 3 000, 4 000, puis 5 000, 6 000 personnes, quoi. Donc c'était des gars qui étaient capables de vous construire des ponts, qui étaient capables de vous faire toute la régie son, la régie lumière. Et donc c'est grâce à eux aussi qu'on a pu monter nos spectacles. Donc c'est des gens qui se sont promenés, qui ont donné des coups de main, ils travaillaient bénévoles, ils ne demandaient rien. Donc je les remercierai jamais assez. Donc voilà, c'est grâce à des gens comme ça, c'est grâce aux bénévoles aussi, puisque nous, quand on a fait nos 3 festivals, on avait à peu près entre 50 et 100 bénévoles qui venaient. Donc c'est pareil, voilà, c'est un grand remerciement à toutes ces personnes sans qui ça n'aurait jamais existé. Donc voilà, c'est le mouvement électro, il a connu une grosse ascension et c'est à ce moment-là qu'il y a eu moult personnes de divers horizons qui se sont mis dans ce courant et qui étaient prêts à se battre, qui étaient prêts à donner des coups de main, à bosser sans compter et sans demander un copec, quoi. Juste de la considération et puis voilà, une bonne bouffe, un peu de boisson et voilà, c'est comme ça qu'on procédait. Et puis voilà. Du coup, j'ai une petite question pour CTL, sur toi Hugo, par rapport à maintenant, par contraste, est-ce que tu peux nous dire s'il y a eu des changements dans l'état d'esprit par rapport à ce que Neil vient de vous dire? Je sais pas trop, enfin, c'est difficile à dire, n'ayant pas connu cette époque. On a entendu peut-être, ou du point de vue des bénévoles, ouais, du fonctionnement nous, c'est des fonctionnements un peu plus restreints, c'est des plus petites équipes, plus petits. On ne s'est jamais lancé dans des gros événements comme ça, des grosses organisations.
c'est plus des petites choses un peu plus, voilà, plus pirates. On vient, on s'installe et puis on repart dans la soirée, c'est fait quoi. Mais bah, ouais, non, je saurais pas. Après, il y a des structures aussi maintenant, si on veut, pour organiser des gros événements. Voilà, il y a par exemple des structures comme celle-là qui permettent aussi de pouvoir organiser des grosses choses sans forcément avoir des tonnes de bénévoles. Mais oui, c'est sûr que je pense que c'est impossible sans du monde, quoi. D'accord, je te remercie. Stony, je crois que tu m'avais dit que pour toi, l'année 1998 était l'âge d'or des rêves, ou peut-être que ce n'était pas le toi. En tout cas, j'ai noté 1998 est l'âge d'or des rêves parties à Nancy. C'est l'époque où nous, on est ce qu'on appelle monter en puissance. Enfin, on a changé de but. C'est-à-dire monter un festival, premier festival de musique électronique sur la région. Donc voilà, mais auparavant, c'est vrai qu'on faisait des petites soirées qui avoisinaient entre 500 et 1000 personnes. Et donc, avec tout ce que ça peut occasionner comme risque, nous, on s'est retrouvés face à des risques immenses. On s'est fait braquer, il y a eu de la bagarre sur nos soirées, alors qu'on organisait tout bien. Donc, voilà, c'était une époque charnière, c'est-à-dire qu'on a fait à cette époque, en 99, la soirée C'est beaucoup. Donc on l'a montée avec 3 associations, Stéphane du magasin Way, une association de Metz, Hardcore Les Désaccords. Et donc on a fait une collaboration comme ça, et on a fait ça à la Forêt de Haye sur 2 jours. Et c'est là qu'on s'est aperçu que sur le premier soir, on a fait quelque chose comme 700 personnes, et le lendemain on a fait plus de 1000, pas loin de 1500. Donc on a vu que ça montait en capacité, en demande, et donc on est passé logiquement à une politique de festival avec des commissions de sécurité, enfin quelque chose vraiment de cadré et sérieux, puisque ça suppose qu'on prend beaucoup de risques, et il faut savoir une chose, c'est que le président et le trésorier répondent de leurs actes et des actes de l'association. C'est-à-dire que s'il se passe des problèmes, il faut vraiment avoir un peu d'aplomb et savoir répondre face aux forces institutionnelles, quoi. Mais c'est vrai que 98-99, c'est là où on s'est vraiment engagé dans une dimension supérieure. Et c'est à partir de ce moment que vous décidez avec Ellipse de faire le premier festival, qui est le festival Oscilloscope. Alors oui, bon, on trouvait pas de salle. Le terminal, bon, c'était pas assez grand. On n'avait pas de salle aux alentours de Nancy. Et donc après avoir sollicité quelques personnes pour obtenir des gros bâtiments ou des choses comme ça et garder quand même un aspect rêve party, on n'a rien eu. Donc on a décidé d'aller voir des particuliers, et donc on s'est dirigé vers le fort de Pont-Saint-Vincent. Il y avait à l'époque 3 personnes qui possédaient le fort. On a été négocié avec une personne qui ne savait pas trop ce qu'on allait faire, et c'est vrai qu'elle a été surprise quand elle a vu le people qui est arrivé, puisqu'on a dû avoir 4000 personnes à ce premier festival. Donc avec 5 plateaux, 5 plateaux musique et 5 plateaux vidéo. Voilà. Eh ben, je crois que les photos qu'il y a sur l'écran sont des photos du festival Oscilloscope que tu nous avais confié. Voilà, donc à l'époque, on a fait appel à tout le mouvement qui existait sur Nancy et sur Metz. On a fait appel à la bienveillance de ces DJ, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, on ne savait pas où on allait, donc il y a beaucoup de gens qui venaient nous donner des coups de main, qui venaient jouer gratos, donc on les remercie encore. Et puis voilà, donc il y avait il y avait 2 troupes de théâtre à l'époque à Nancy, les Matérias Primal et Osmosis, donc ils faisaient déjà des grosses perfs, donc ils sont venus. Et donc tous les vidéastes qu'on connaissait aussi dans la région, enfin la grande région Ouest. Donc on a fait vraiment participer tout le monde, c'était vraiment notre but, quoi, faire participer vraiment tous les gens qui travaillaient dans ce milieu, quoi.
Et donc après, c'est mis en place, ça existait déjà l'échange entre plusieurs régions. Et là, voilà, en faisant des plus gros trucs, on avait moyen de faire travailler des gens. On pouvait aussi envisager de faire des contrats, de payer les gens. Donc ça commençait, voilà, on pouvait récompenser vraiment les gens qui travaillaient pour nous. Et il y a eu 3 éditions donc, du festival Oscilloscope. La deuxième, c'était au Carreau des Mines de Manciol. Oui, alors c'est des connaissances, pareil. Des connaissances qui étaient à fond dans le mouvement. Et c'était quelqu'un qui travaillait dans une mairie. Je me souviens, ça doit être à Manciol, Briey, je ne sais plus quelle ville. Et donc lui, il a eu vent qu'il y avait un ancien carreau de mine qui était exploitable. Ils ont fait la demande et on a obtenu l'autorisation. Donc après, c'est une commission de sécurité quand même. Mais voilà, on avait un deuxième site où pouvoir organiser la fête et par la même occasion, on rendait hommage aussi à des gens qui ont travaillé dans le passé. Et c'était aussi un de nos buts, c'était de trouver des endroits qui avaient une histoire, les remettre un peu au bout du jour en rendant hommage. Et donc voilà. Et donc sur ce festival, on a eu 5-6 000 personnes qui s'est transformé, on peut dire, en rêve party, en free party, puisqu'il n'y avait plus de lumière. Donc tout avait pété. Moi j'étais au téléphone avec l'assureur à 9h30 le soir, il pleuvait comme vache qui pisse. Le son avait pété, les lights avaient pété, on a réussi à remettre le son, heureusement. Et ça avec des milliers de personnes. Mais voilà, tout le monde a fait la fête, tout le monde était content et voilà. Est-ce que quelqu'un ici se souvient de cette soirée? Venez parler de... Je suis sûr que vous avez des anecdotes. C'était au mois de septembre 2001, si je me souviens bien. Bien. Allez, s'il te plaît. Venez. Bonsoir. Moi, je pense pas être le seul à me souvenir de cette soirée. Ceux qui ont gravité dans l'univers techno nancéen depuis des années ont obligatoirement fait ou entendu parler d'oscilloscope. Ça, c'est clair, c'était les premières gifles, vraiment, sur Nancy. Alors, pour moi, c'est un peu particulier parce que moi, je suis originaire de la région alsacienne. Et donc, j'ai évolué déjà avant de venir à Nancy. Avant 2000, j'évoluais déjà sur l'Allemagne et l'Alsace, où pour moi, la techno était quand même beaucoup plus représentée et en action. Et quand je suis arrivé sur Nancy, dans les années 2000, j'étais vraiment surpris, et pas dans le bon sens du terme. Enfin, pour moi, il y avait... c'était pas la même mouvance, pas du tout la même mouvance, donc j'ai dû un petit peu, je me suis pris ça aussi un peu dans les dents. C'était un retard ou c'était une différence? C'était une différence je prenais pour un retard moi au départ, parce que effectivement en Alsace et en Allemagne c'était plus l'aspect festif de la techno. Et quand je suis arrivé ici, je me suis pris un peu plus l'aspect dur et hardcore. Voilà. Et je t'avais entendu mixer ici pour une after. Et je crois que donc, toi tu mixes et tu as un son qui est quand même aussi un peu plus doux, tu as un peu plus techno aérienne et tout, donc moi j'ai plusieurs cordes à mon arc, enfin disons, quand il y a quelque chose qui me touche, qui me touche émotionnellement, j'essaye de le faire partager. Et par contre, moi j'ai connu une belle aventure aussi sur Nancy, donc j'ai fait partie des manches-disques. Et on a travaillé aussi avec le Totem. Et ça a été une belle collaboration. On a fait 5 années de suite Beat Paradox. Beat Paradox, on va en parler. Ouais. Est-ce que quelqu'un pourrait parler aussi avec toi de Beat Paradox, ici quelqu'un du Totem, par exemple? Allez, il y a un silence là, c'est pas très bien les silences. Quelqu'un veut venir parler du Totem avec nous? Les Beat Paradox, c'est vrai que ça avait aussi sa sacrée réputation. Donc Beat Paradox, c'est sorti donc des manches disques et à l'époque de Materia Prima. Et donc nous, on faisait un constat un petit peu
on faisait un constat malheureux, on se rendait compte que ceux qui aimaient la house restaient entre eux, ceux qui allaient en free, pareil, ils restaient entre eux, ceux qui aimaient la techno, ils se mélangeaient pas, tout ça se mélangeait pas, et on s'est dit, pourquoi pas essayer de faire une soirée où on essaierait de réunir au moins une fois, un soir, tout le monde. Et ça serait plutôt paradoxal, on s'est dit. Et au final, c'est né, ça a pris le nom de Beat Paradox. Et puis voilà. C'est pareil, donc je rejoins ce que Tony disait. Nous, on est parti de rien du tout. On est parti, allez, je sais pas si je vais dire des conneries ou quoi, mais tant pis. On est parti avec zéro fond. C'était une aventure, on s'est lancé là-dedans avec des gens qui étaient bénévoles, qui avaient envie, avec, comment ils s'appellent, les médecins là, qui font de la vidéo. Paradigme. Avec Paradigme aussi, pareil, gratuitement, tout le monde, avec plein de bénévoles. Et au final, ça a été un carton, quoi, la première. Voilà. Et après, on a suivi sur 4 éditions de plus. Vous aviez à peu près combien de monde pour les Beat Paradox, les gens de répondu présent? Pardon. Les gens étaient venus en nombre aussi pour les Beat Paradox? La première, on a été complètement submergés en fait, à partir de 19h. À partir de 19h, il y avait une queue devant le totem, assez importante. Donc à partir de là, on s'est dit que ça sentait bon. Et effectivement, ça a été un bon rendez-vous. Hugo, tu les as peut-être connus, les soirées Beat Paradox. Est-ce que vous pourriez partager un petit souvenir dessus? Il y en a eu plusieurs, mais je ne sais pas si on ne pense pas. Moi, je me souviens qu'effectivement, c'était blindé. Et je ne sais pas c'était combien d'affluence par soir, mais c'était sur 2-3 jours à chaque fois. Voilà, par ça. Et sur la conférence de tout à l'heure, je me souviens c'était dans la dernière Spirit Ride, c'était Beat Paradox, non, je sais plus, ouais. Oui, Spirit Ride, je sais pas si c'était la dernière ou l'avant-dernière. Ouais, voilà, je sais plus. Moi, je me souviens dans la salle du fond, je sais plus, dans le hangar, voilà. Voilà, ça c'était mémorable. Eh bien, j'ai vu sur internet une vidéo d'une Oscilloscope 3 qui est faite par le collectif de Beijing Skin Maximizer. Donc, je crois que c'est toi, Vincent Vicario, et tes collègues. Et je propose qu'on la mette. Normalement, il faut juste que je coupe cela.
Ah, excuse-moi, mais... Donc c'était un extrait du coup de la vidéo de Oscilloscope 3. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du VJing en fait, vu que comme l'avait dit Stony, c'est que il y a une part très importante de croisement des arts qu'il y avait à Nancy pendant les événements de musique électronique. Alors ouais, c'est vrai que ça a toujours été présent, et ça c'est quelque chose aussi qui m'a énormément sensibilisé professionnellement, j'ai envie de dire, l'idée de rejoindre deux passions comme ça, l'image et le son, et créer en fait, moi ce qui m'a vraiment touché à l'époque sur l'aspect du DJing aussi, en tout cas tel que je l'ai appréhendé à Nancy, en arrivant à Nancy, en 95, c'est justement la disparition de la figure du DJ. Alors là on le voit un peu, hein, on a Andrew Weatherall, on voyait un peu mieux la scène. On avait comme une scène qui était assez splendide sur la scène principale donc, de Oscilloscope 3, qui était vraiment un très beau décor. Je ne sais plus qui l'a fait. C'est qui l'avait fait le décor? Je sais plus. Ok, il ne sait plus. C'est pas grave, il ne sait plus. Donc du coup, il y avait énormément de travail visuel, donc que ce soit aussi avec les compagnies, donc Smoothie ou Materia Prima, donc vraiment une ambiance, et puis la disparition presque du DJ au profit de la danse, et en même temps d'une mise en ambiance par le jeu soit visuel, soit lumineux. Et je trouve que c'était vraiment ça qui était complètement passionnant, c'était de ne pas arriver dans quelque chose où on venait voir une tête d'affiche, quoi. Si on venait voir Andrew Weatherall, c'est parce qu'on aimait sa musique, on venait pas le voir physiquement, qu'il soit caché derrière des écrans. Ça importait peu, quoi. Et voilà, c'est ce que je trouvais intéressant, parce que ça donnait une liberté totale aussi au VJ de prendre tout d'un coup, d'amener l'image comme ça, on l'a vu aussi dans la conférence, il y a toujours des images qui sont présentes, et de donner une place très importante à l'image et à l'immersion sensitive en fait. Et pas un sens unique où le spectateur doit regarder la scène. Là, il est immergé dans un univers très contrasté, en mouvement ou calme, selon le VJ et les images qu'il va représenter, mais il n'y a pas de sens en fait. Il n'y a pas je trouve en tout cas, il n'y a pas cette notion d'avoir une direction du regard, et voilà, c'est ce qui m'a beaucoup touché. Et à Nancy, effectivement, il y a toujours eu cette culture, alors, partout ailleurs aussi, hein, soyons honnêtes, de mélanger quand même à la scène l'image, ou en tout cas le travail de la lumière pour moi. Et c'est vrai qu'on peut peut-être aussi citer Mich et Mèche, Michel Baudot et Catherine Mamessier, qui ont fait beaucoup pour les vidéos annoncées. C'est eux qui ont fait les captations d'ailleurs de Oscilloscope 3, donc les quelques images qu'on avait récupérées pour faire ce petit teaser à l'époque, voilà, qui ont beaucoup fait et qui appartiennent déjà à la scène qui précède la scène électronique dont Stéphane parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le courant du mouvement alternatif, du rock alternatif et de toute cette vague, on va dire post-punk, qui a eu une énorme importance à Nancy, il faut le reconnaître, et qui a préparé le terrain, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qui ont amené un état d'esprit, une culture, ne serait-ce qu'avec mettant en place aussi des lieux de concert, qui pour certains donc, se sont recyclés vers la musique électronique, pour citer le Terminal Export, je pense qu'il faut quand même le citer. Voilà, des lieux comme ça, avec des gens comme Mich et Mèche, qui, entre autres, à la fois par l'apport dans l'image, mais aussi qui faisaient un peu le relais entre ces générations, en fait, de scène en scène. Voilà. Et, évidemment, de toute façon, il y a toujours j'ai envie de dire, des tuilages d'énergie, en fait. En parlant du Terminal Export, il y a eu aussi des grands artistes qui sont venus. On pense à Laurent Garnier, on pense à Jack Mills, je crois qu'il avait joué aussi au Terminal Export, d'Eric May, oui. Toby. Il y a Fumiya Tanaka aussi que j'aime beaucoup, un DJ japonais qui avait joué avec... Est-ce qu'on peut parler un peu de ce Terminal Export aussi? Alors, je crois qu'il y a Étienne qui est là, qui raconter un peu son expérience du Terminal Export. Oui, Étienne. Allez. Bonsoir, je suis Golminou, j'ai commencé en 70 avec le mouvement disco. Oui, le Terminal Export, oui, ben, c'est sûr qu'il y a eu un mouvement rock au départ, et puis après c'est passé il y a un revirement, vu que le public rock quittait les lieux vers l'électronique, donc avec un changement radical de la décoration. Et donc du coup, il y a eu plus personne qui venait au Terminal Export, ça a fermé. Moi, j'ai fait partie de la deuxième équipe qui a repris. Enfin, c'est pas passé aussi rapidement que ça, parce qu'il y a eu quand même de grands artistes, même dans la première période
qui sont venus, je résume un peu trop rapidement, excusez-moi. Et c'est vrai qu'il y avait la mouvance musique électronique qui était en pleine expansion au moment où j'ai fait partie de l'équipe. Et donc on s'est servi de cette vague tout en continuant en faisant une programmation reggae, pop, metal, un peu de jazz aussi. Et il y avait une forte programmation musique électronique. Et on avait la chance d'avoir de bons retours du côté des artistes et des producteurs. Donc du coup, c'était relativement facile, entre guillemets, d'arriver à faire venir des grandes têtes d'affiche. Parce que c'est vrai que c'est pas tout le temps évident d'arriver à faire venir des grandes têtes d'affiche en province. Donc moi, de toute la période où je me suis occupé de cette partie-là, je me suis vraiment régalé. J'ai toujours eu un retour du public exceptionnel, même en dehors, à croiser les gens, il y avait toujours une grande reconnaissance. C'était un partage de très bonne énergie, de tout ce qui était de mise en place des soirées et du retour après les gens. J'en garde un souvenir. Merci d'avoir. Merci Étienne. Et après la fermeture du terminal export, où sont partis tous les artistes électroniques à Nancy? Qu'est-ce qui s'est passé après la fermeture de cette salle mythique? C'était compliqué. C'était très compliqué. Heureusement qu'il y avait le totem, des lieux comme ça qui étaient. Non, mais je veux dire, qui ont permis un peu de déplacer quand même des lieux possibles en tout cas. Et puis. Voilà, oui, ça fait un espèce de vide, ça a été franchement difficile, enfin sincèrement, en tout cas nous on l'a vécu difficilement, c'est pour ça qu'on a essayé de faire des choses plus itinérantes, en tout cas avec notre collectif, c'était un peu l'idée aussi, de tout d'un coup plus s'attacher à un lieu, parce que c'est trop de déception quand le lieu y ferme, et puis voilà, on perd un peu, donc plutôt de s'attacher à un lieu, on s'est dit bah tiens, on va essayer d'en faire vivre d'autres à Nancy, quel que soit leur statut, quel que soit leur public, peu importe, mais choisir l'itinérance, c'était un choix. Il y a eu sûrement d'autres choix. Ellipse donc organisait ces grands événements. Il y a eu ensuite Electrozoom, mais ça, j'ai envie de dire que c'était plus une sensibilisation et amener cette culture électronique quasiment en journée. Ça commençait à 14h jusqu'à 1h du matin. Mais ouais, il y a eu un gros manque, quoi. À part quelques salles, voilà, comme le Totem, je sais pas, vous avez peut-être le Hublot. Voilà, et bon, il y a eu quand même quelques salles, mais c'était plus difficile. Lors de nos entretiens, j'avais cru comprendre que de 2008 à 2011, le mouvement techno à Nancy s'était un peu essoufflé. Est-ce qu'on peut dire que de 2008 à 2011, il y a eu un essoufflement puis un renouveau directement après? 2008-2011, les gars. Non. J'ai un trou, moi, sur les années des fois. C'est vrai que c'est quand même assez précis comme agenda. Non, mais effectivement, en tout cas pour ma part, et puis les gens que je représente en étant là, ici, et qui ne sont pas là ici, mais je pense qu'on a vécu, on a déplacé, enfin à Nancy ça a été plus difficile, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres choses ailleurs, notamment à Strasbourg. C'était une ville qui a toujours bougé énormément, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Mais oui, il y a eu des moments où c'était un peu plus difficile, et en même temps, c'était la phase où ça rentrait. Alors, il y avait le Stra aussi, je pense le Strazik, pardon. Voilà, le précédent de Stra. Il y a eu un moment un peu de flottement comme ça, où justement il y avait une énergie, puis des générations aussi, hein, c'est-à-dire l'associatif, et on revient sur l'idée d'énergie, de bénévolat, d'investissement, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Après il y a l'aspect professionnel qui réduit un peu ces choses-là. Et puis en même temps, j'ai eu le sentiment, nous on peut avoir le sentiment que ce soit calmé parce que les générations bougent et qu'on ne voit pas forcément ce qui se passe finalement des fois juste à côté de chez nous. C'est un peu le problème de Nancy, hein. Des fois il y a des choses qui se passent un peu en parallèle, et avant de les découvrir, il se met un petit peu de temps. Mais 2008-2011, c'est trop précis comme question. Je calcule par dizaines. D'accord, c'est vrai que le créneau était un peu serré. Mais du coup, on avait discuté du fait qu'il y avait aussi eu une sorte de nouvelle vague où toute la techno berlinoise avait déferlé, qu'il y avait eu peut-être aussi C'est joli, un nouveau... Carte blanche, voilà.
Bah moi je représente Carte Blanche, on a été créé en 2009, comme on dit, il y a eu moi il y a une ancienne génération que j'ai pas connue, parce que j'ai 30 ans, je suis de 86, donc forcément même un peu plus de temps. Forcément il y a toute une période que j'ai pas connue, mais quand on est arrivé en 2009, il y avait un véritable creux. Alors creux, il y avait encore des choses qui se faisaient, mais avec les anciens, puis la nouvelle génération, on essayait de faire des soirées qui, il me semble, marchaient moins bien. Un jour, on a essayé de mettre un peu un coup de pied au cul à la fourmilière grâce à d'autres canaux, notamment en faisant venir Jeff Mills en 2011, ce qui a, j'ai l'impression, un petit peu redonné un petit coup de boost. Et on a vu tous les anciens, toutes les nouvelles générations, c'était super beau à voir et c'était complètement dingue de voir ça ici, un artiste techno. Et puis après, il y a énormément de choses qui se sont passées, les clubs se sont réveillés, il y a l'Ostra qui est arrivé, il y a le Totem bien sûr qui est parti à ce moment-là, parce que ça, c'est un point très important dont il faut parler, il me semble, lors de notre entrevue aujourd'hui, c'est l'émergence et la commercialisation finalement de ce mouvement techno qui au début est underground avec les raves et tout ça, mais aujourd'hui c'est un vrai business. Les DJ qu'on peut voir sur les flyers dans les années 90, où on peut voir Jeff Mills, Carl Cox, Garnier et Daft Punk pour 50 francs le billet d'entrée. Aujourd'hui, c'est des mecs qui prennent minimum 100 000 euros pour mixer pour certains, donc bon, pas tous. Hein, Est-ce que tu as des noms? Non. Non, mais disons que certains DJ prennent très cher. On ne peut plus faire un billet à 100 francs, c'est-à-dire l'équivalent de 15 euros pour avoir 4 des plus grands DJ du monde. Mais ça, limite, on s'en fout, c'est le business, tant pis, voilà, c'est le jeu. Par contre, il y a de moins en moins de lieux alternatifs. C'est-à-dire qu'on a des clubs qui existent, on a des salles institutionnelles comme ici, on peut faire des artistes très beaux, voilà, c'est génial. Mais le Totem a disparu. Certains lieux alternatifs, justement, où des assos pouvaient s'exprimer, ou même où on pouvait faire des concerts un peu plus alternatifs, disparaissent. Et c'est super casse-gueule, parce que je ne vois pas beaucoup d'endroits là aujourd'hui où on peut... En fait, le Totem, je pense que la disparition du Totem a foutu une grande claque dans la gueule à tout le milieu il y a 2 ans, là. Et on essaye de se... Et c'est comme après, voilà, hein, et c'est comme le Terminal Export, que moi j'ai connu, mais alors très peu, parce que j'avais 16-17 ans à l'époque, et j'ai vu des mecs comme Garnier, Agoria, même NTM qui allait jouer là-bas. Et il y a certains flyers normalement qui vont défiler, mais c'est super dur, il faut quand même se poser la question, là on est en 2018, et il faut bien se rendre compte que là aujourd'hui, que ce soit à Nancy, Metz ou même Strasbourg, il y a peut-être quelques lieux un peu alternatifs avec, je ne sais pas ce que vous en pensez, les CTL, parce que voilà, vous avez toujours essayé d'investir des lieux comme ça alternatifs, mais c'est le temps d'un soir. Voilà, c'est super dur aujourd'hui d'avoir un endroit qui a un minimum de couilles et d'essayer de faire quelque chose dans le temps, enfin durable dans le temps. Donc je voulais quand même noter ça. Tous ces flyers c'est beau, tous ces souvenirs c'est beau, mais il ne faut pas toujours voir dans le passé. Il y a le présent, il y a le futur, et il faut quand même, nous on a tout le temps, moi en tout cas j'ai tout le temps envie de faire la fête, j'ai encore envie de proposer des trucs à des gens, mixer dans des endroits excitants ou mixer, et j'ai envie que chacun se rende compte de ça, et que en tout cas quand il y a un lieu comme ça, il faut essayer de le faire vivre à fond. Mika. Effectivement, donc, après le Terminal Export, il y a eu un vide à Nancy, moi je m'en souviens, alors je ne pourrais pas non plus le dater, mais je m'en souviens très bien. Il y a eu un gros vide, et on a failli reconnaître ça après l'arrêt du Totem, mais ce qui a sauvé un peu, enfin sauvé, ce qui a pu faire perdurer un petit peu le mouvement techno sur Nancy, c'est qu'on enchaînait tout de suite avec un lieu comme l'Ostra. Voilà. Et qui propose quand même une prog vraiment très belle, très importante, d'artistes de renom qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir dans la région, et même maintenant, peut-être que Nancy est passé un cran au-dessus, peut-être d'une ville comme Strasbourg au niveau de la programmation électronique, à mon sens. Je te remercie. Je crois qu'on a une question. Alors. Enfin, je voulais réagir un petit peu par rapport à l'avenir de la musique électronique à Nancy. Donc, par exemple, il y a eu récemment la machinerie qui a été organisée par numéro 87. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cet événement qui a eu lieu, si ça vous dit quelque chose ou pas.
Non. Ben, justement, c'est une association, c'est des passionnés et des DJ de musique électronique qui ont fait ça, c'est à Bouxières-aux-Dames, il me semble. Et du coup, on peut, en voyant des trucs comme ça, on se dit qu'on peut peut-être espérer un retour de la musique électronique de plus en plus présent. Enfin, parce que c'est vrai que, comme vous avez dit, ça s'essouffle peut-être un petit peu, même si on a quand même, par exemple, les jeux de techno à l'envers, par exemple, ou encore l'Ostra. On peut peut-être espérer un certain renouveau, mais c'est-à-dire que moi j'ai une petite question. Donc on va justement citer la techno. Mais moi j'ai pas dit que ça s'essoufflait. Je savais pas du tout ce que je pense en ce moment. Que... Bon, à mon sens, ça s'essouffle pas du tout en ce moment. Au contraire, par rapport à des années précédentes. Ça s'envole. Oui, voilà que ça s'envole. Ouais, j'ai utilisé le mauvais terme, désolé. Mais est-ce que par exemple, j'en pensais à Nancy, est-ce qu'on peut par exemple trouver des soirées telles que House ou des autres styles? Parce qu'en techno, il y en a beaucoup, mais d'autres styles, est-ce qu'on en a vraiment? Moi j'avais bossé aux questions pour la programmation pendant 1 an et demi. Je m'étais occupé de faire ça le jeudi soir et le vendredi soir. C'était le credo que vous nous avez laissé. Et on était parti sur une dynamique house, pure house, Chicago house, avec des artistes qui se revendiquaient et qui avaient cette sensibilité-là. Et on s'est rendu compte, en tout cas à l'époque, il y a 2 ans, que ce que voulait l'ancien, entre guillemets, il fallait que ça tape. Ça c'est clair, il fallait que la techno soit là, et du coup on est monté en BPM et la sensibilité a un peu disparu. Donc pour répondre à ta question, si tu parles vraiment de la pure house, je pense qu'à Nancy, non, la scène, comparée au mud à Strasbourg, tu ne trouveras pas ça. Mais c'est surtout de la techno à Nancy qu'on retrouve. Ben, ça, je pense, moi ça fait 10 ans que je suis à Nancy, et comme disait Mika avant, je suis sorti à Strasbourg avant, il n'y a pas cette distinction, cette dichotomie entre la techno et la house. Je pense que c'est une culture locale qui fait partie de ça. On peut essayer, mais le public ne suit pas. Je pense que le public ne suit pas. Après, on va retrouver ça dans des bars, et pas une soirée entière pure house. Moi, ça me passe. Ouais, dur. D'accord. Eh bien, merci pour cette question. Je propose qu'on parle un peu de l'institutionnalisation de la législation des raves à Nancy. Je pensais par exemple au début des années 2000 avec la loi Mariani. Et est-ce que vous avez pu sentir, ceux qui ont fait des raves, ou même maintenant une sorte de... Tu parlais un peu aussi des lieux et maintenant de nouvelles salles, de choses plus carrées peut-être. Donc, quelle est la question? Eh bien, il n'y en a pas. C'est bien ce que c'est. Pouvez-vous répéter la question? Je patine. Est-ce que des gens ici ont subi la loi Mariani, par exemple? Mariani, de souvenir, c'était en 2003, c'était vraiment pour encadrer les free parties. Et on revient au... Là, je n'ai pas la question, donc je ne peux pas structurer ma pensée. Mais, dans l'idée, on peut parler du côté aller dans un club, faire la teuf, et aller dans un lieu un peu alternatif, comme le Totem existait à un moment, ou le Terminal Export, faire la teuf, mais toujours d'une autre manière, parce qu'on n'est pas dans un lieu commercial. Après, voilà, on va pas dire qu'il manque ce genre de lieu et que quand il y en a, ils se cassent la gueule les uns après les autres. Il y a encore quelques lieux qui ont un peu cette philosophie-là, mais ça devient compliqué, mais peut-être que Vincent, si tu as peut-être des choses à dire, je ne sais pas. C'était juste plus compliqué, mais ça n'empêchait pas de faire les choses. Enfin, j'ai fait beaucoup de... En fait, je naviguais entre... j'avais des amis à 3, donc il y avait beaucoup de free party sur... vraiment free party, nature, un son de système qui tourne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de groupe électrogène. Du coup, c'était forcément, il y avait des fois, ça n'avait pas lieu parce que tout le monde s'était fait coincer avant. Et je pense que pour Elip, c'était pareil. Il y avait aussi beaucoup de problématiques législatives. La loi Mariani, elle a juste médiatiquement changé les choses. J'ai envie de dire concrètement, elle n'a pas changé grand-chose. C'était de toute façon la chasse et il fallait être prudent et ainsi de suite. Mais médiatiquement, c'est une loi qui a fait parler d'elle. Et j'ai plus ressenti... tout d'un coup, une sorte de vague, en tout cas de notre petite ville ancienne, hein, on n'est pas à Londres, on n'est pas à Paris. Tout d'un coup, il y avait quand même un écho comme ça, où dès qu'on faisait un truc... alors, je ne sais pas si c'est un an 2003, quand même, il me semble. Tu as une date pour la loi Mariani? Je crois qu'il y en a eu 2 étapes. Il y a eu 2001, il y a eu sa grande médiatisation et son application en 2003. Voilà, je pensais à 2001. Donc à partir de là où médiatiquement il a commencé à avoir un peu ça dans le débat, ça voulait dire qu'on en faisait un peu
un état de discussion de tout, et puis de crainte et de projection, de fantasmes complètement aberrants. Et c'est surtout ça qui était très pénible, parce qu'il fallait défendre une culture face à une image une image qui, en certains points, pouvait être vraie, mais qui ne pouvait pas se réduire à ça, quoi. On ne pouvait pas réduire les gens à juste de l'excès et une sorte de truc de peinture, de dépravation totale. Non, il y avait une culture musicale, visuelle, des lieux, des gens, des personnes, et voilà. C'est surtout là-dessus que je l'ai ressenti, médiatiquement. Je propose qu'on en profite pour parler des festivals Electrozoom de Beat Club, et aussi Ellipse avait... C'est Ellipse et Beat Club avaient... Non, c'est Ellipse qui a apporté le projet. La ville de Nancy s'est associée, en fait, est venue voir Ellipse sur ce... Donc le premier c'était 2001, non, qu'est-ce que je dis, je ne sais plus. Voilà, j'ai plus de date en fait. Et donc du coup, est venue voir l'association Ellipse en demandant est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour le début de l'été à Nancy. Et donc Ellipse a proposé d'organiser des rendez-vous électroniques en plein air, en plein centre-ville, en faisant jouer des DJ mais dès 14h, avec vraiment un lieu, l'esplanade de l'école d'architecture assez ouvert sur le grand public, et donc justement de contrecarrer un petit peu ces idées médiatiques que la culture électronique c'est forcément du hardcore avec plein de gens qui sont overdrogués. Donc voilà, on voulait aussi montrer qu'il y avait de la musique, un esprit créatif, des choses qui en sortaient, qu'on pouvait les écouter à n'importe quel moment de la journée, dans n'importe quel état. Et voilà, c'était un peu l'objectif des choses, avec un petit côté kermesse comme ça qu'on aimait bien, avec les stands de la ville, et puis différents partenaires associatifs, tous les gens qui pouvaient se retrouver autour de l'esprit issu de la... on va dire, en général, la culture électronique, qui venaient participer, présenter leur travail, voilà, des graphistes, des assos de sensibilisation, voilà, aide, des librairies anarchistes, voilà. Enfin, il y avait pas mal de choses qui se retrouvaient autour de la musique électronique sur ce temps-là, avec une programmation à la fois visuelle et à la fois sonore. Et ça a duré 4 ans. Voilà. Il y a un reportage de France 3 qui avait été fait sur le festival Focus aussi. Alors, Focus, ça c'est notre expérience à Beat Club de festival. C'était donc en 2001. Et c'était un peu difficile. On a pris un risque un peu financier. On a eu du mal à réunir tout le monde. On a voulu pas travailler avec le plus de partenaires possible. Donc on a un cœur de cible qui était sur l'aéroport d'essai dans une ancienne carlingue d'avion. Et qui était en fait une boîte de nuit où il y avait... qui n'était pas forcément très fréquenté, en tout cas par le public qu'on visait. Et donc on avait une programmation assez exigeante qui allait du hip-hop à la techno, en passant par la drum and bass, la house, des choses comme ça. Et puis on avait aussi des lieux partenaires, donc le Voyage 4A, qui a fait beaucoup de choses à Nancy, qui était donc une agence de voyage tout en bas de la rue Saint-Georges, mais qui avait un lieu aussi d'accueil. Et on avait fait venir Rubinsteiner à l'époque, qui avait joué pendant ce festival, Voyage 4A, qui organisait par ailleurs des navettes pour aller dans pas mal de rave parties un peu partout, de grosses fêtes un peu partout en France et en Europe. Donc voilà, Voyage 4A très important quand même aussi à Nancy. Et donc on avait donc des lieux partenaires, on avait aussi le bar-ci bar-là, enfin différents bars qui sont au-dessus de l'Anvers. Et c'était assez drôle de voir France 3 qui s'intéressait à notre projet, voilà, qui défendait encore une fois cette vision un peu artistique aussi et transgénérationnelle de la musique électronique. Je te propose qu'on regarde la vidéo, et tu m'avais fait remarquer qu'il disait bien, François, mais attention, ça n'a pas grand-chose à voir avec des rave parties. Ouais, alors, ils avaient bien fait la distinction. Alors ils avaient fait la distinction parce qu'on était légal, évidemment, mais c'est drôle la manière dont ils amènent ça, puisqu'ils disent qu'on réfute l'amalgame avec les rave parties, ce qui est totalement faux, évidemment. Et vous reconnaîtrez pour certains le porte-parole du collectif de l'époque. Dédié aux arts électroniques, au programme musique, son, images et vidéo, le spectacle est organisé par une association qui souhaite se démarquer du phénomène des rave parties, prouver en quelque sorte que l'on peut diffuser la musique électronique de manière légale et autorisée, même si autorisation dit aussi tracas administratif. Emmanuel Boire, Ludovic Moreau. Beat Club, c'est le nom de l'association nancéenne qui organise Focus, un festival de 3 jours dédié aux arts électroniques,
Ces deux rêveurs investissent en toute légalité 2 lieux dans la ville, un bar et une ancienne discothèque, pour diffuser leur musique et leurs images. Loin des rave-parties gratuites et de leurs controverses, l'association dispose d'une autorisation préfectorale et d'un budget de 50 000 francs. On a envie d'être visible et de défendre ce qu'on considère, nous, comme une composante de la culture actuelle, puisqu'on a à disposition des nouveaux outils qui servent d'une part à vous faciliter la vie. On a fait les téléphones portables. Maintenant, ces outils-là, aussi, il y a des artistes qui vont se les approprier et qui vont en faire de la création, quoi. Et cette création-là, il faut qu'elle soit diffusée. C'est la création moderne, avec des outils modernes. À ces artistes, l'association offre une scène, ici, vendredi et samedi, près de l'aéroport d'Essel et Nancy. Beat Club réfute l'amalgame avec les rave parties et souhaite s'ouvrir au plus grand nombre. Les pouvoirs publics, Jeunesse et Sport et mairie subventionnent et donc approuvent. Pourtant, ces bénévoles, plutôt sages et raisonnés, rencontrent les mêmes difficultés que les organisateurs de fêtes sauvages. Il n'existe aucun lieu dédié à la diffusion de musique électronique en Lorraine. Une loi interdira peut-être un jour les rave parties. Aucune n'est en préparation pour coller aux aspirations des amateurs de nouvelle musique. C'est la fin de cette édition. Voilà, le reportage de France 3, assez sobre quand même. Sobre. Sobre. Ah ouais, d'accord. Non, c'était c'était horrible. C'était justement le moment de l'apparition médiatique de cette fameuse loi en essence et de tout le débat qui avait lieu. Et c'était juste un cauchemar de leur expliquer, bon alors super, ils viennent faire un sujet, mais voilà, ils parlent que de choses qu'on voulait absolument pas évoquer. C'est-à-dire toute la problématique de la dangerosité. On voulait parler de l'aspect créatif et de faire des choses plutôt centrales à Nancy. Et là, le seul truc que le journaliste a réussi à retenir de nos entretiens, ça a été ça. Donc non, moi je trouve que c'était... Mais en même temps, c'est un très bon exemple de l'état d'esprit qui pouvait régner à l'époque. Voilà, vous imaginez bien que c'est pas ce qu'on leur a servi comme discours et que voilà, c'est tout ce qu'ils déploient comme discours. Donc pour nous, c'était très difficile ce reportage, mais c'est bien de le revoir pour se remettre dans l'ambiance. Et le côté aujourd'hui, l'institutionnalisation, comme on a pu l'évoquer, effectivement, enfin, forcément, ça a changé les choses. Mais en même temps, je pense que quelqu'un qui veut organiser quelque chose en toute illégalité dans un parc dehors, ça ne changera rien. Il aura toujours le même problème. Et c'est cet aspect-là. Donc, par exemple, des jeunes associations de Hugo qui s'en va, organisent des choses comme ça illégales et spontanées. Je trouve ça hyper important qu'on défende encore ce genre d'attitude parce qu'elle se démarque aussi voilà, de toute cette rigueur qui a finalement un peu découlé de ces lois et de l'état d'esprit médiatique qui en sortait et qui font qu'après on se retrouve un peu triste quand il y a des lieux qui ferment et qui peuvent nous accueillir. Alors quand il n'y a pas de lieu, eh ben, on en crée. Voilà, il y a des gens qui s'implantent un peu partout et ça c'est important. Oui, et il y avait aussi l'importance de rester indépendant, coûte que coûte. Peut-être que Manu, tu peux nous en parler un peu. Moi je voulais répondre pour le coup parce que c'est intéressant, parce qu'on a fait Revenue 3 fois. Et on ne s'est pas posé la question, on a mis rêve dans le nom, direct. En revanche, c'est clair qu'il faut savoir que on ne montrait pas de blanche. La préfecture, la gendarmerie, un système de secours, ce qui demande du budget. C'était un ERP, c'est-à-dire qu'ils peuvent recevoir jusqu'à 800 personnes. Donc on a vraiment travaillé dans le sens pour Revenue sur tout le côté montrer pas de blanche, c'est-à-dire qu'on est sérieux, s'il y a un accident, ce sera géré, etc. Et je pense que c'est quelque chose que tu me diras, qui a pu changer en 15 ans ou 20 ans, c'est que, et on a hérité de ça, c'est que maintenant on organise un événement, attention, si vous voulez pas direct vous faire cataloguer, soyez pro entre guillemets, prévoyez tout ce qui va arriver, sécurité, etc. Voilà. Et pourtant on a appelé ça Revenue. Réinsérer cet esprit, mais on est obligé, je pense, de travailler comme ça, parce que sinon on tombe dans un peu le n'importe nawak, sans être péjoratif, parce que d'un autre côté, comme tu dis, et c'est très bien que ça coexiste, les gens qui arrivent à faire des événements libres, comme les font les CTL, où là, ce serait intéressant de savoir si vous avez cette même démarche de devoir montrer patte blanche aux autorités pour produire. Alors, il ne faut peut-être pas le dire, je sais pas. Alors, je crois qu'il faut rester un peu évasif. On va rester évasif, voilà. Mais par contre, il est vrai que c'est elle, vous faites beaucoup de soirées, par exemple à l'envers, et qui sont tout à fait, par exemple,
des clubs et voilà. Oui, c'est sûr qu'il y a une liberté quand on décide d'organiser une soirée dans un endroit où on n'a pas l'autorisation de le faire. Après, nous, on essaie de rester dans la discrétion, sur des petits formats, on ne se lance pas dans des soirées à 500 000 personnes, voire plus. Et donc, il y a une prise de risque, mais en même temps, il y a aussi une liberté dans le fait de devoir rendre de compte à personne. Et voilà, et de toute façon, même dans les soirées illégales, comme finalement ce qui était dit dans le reportage aussi, ce qui était peut-être la seule partie un peu intéressante finalement, c'est qu'il y a aussi des risques et il y a aussi, aussi des galères avec les autorités. Mais des fois, les autorités peuvent se montrer aussi compréhensibles, et même sur des formats illégaux. Plus que les médias. Ouais, voilà, peut-être. En parlant de médias, ça me faisait penser à un extrait aussi qui, je crois, est assez célèbre. Peut-être que vous le connaissez. En fait, il définit aussi un peu l'imaginaire qu'il y a sur les rêves, mais toute la dimension péjorative de la rêve ou de la musique électronique, ou du moins les grands rassemblements électroniques. Bonsoir, nous sommes en direct sur M6 pour la nouvelle fièvre du samedi soir. Que vous soyez ou non fan de musique techno, son rythme, ses modes et ses tribus ne peuvent pas vous laisser indifférent. On a beaucoup parlé l'été dernier des rave parties, ces fêtes souvent clandestines qui rassemblent des milliers d'adeptes pour des nuits de fêtes, de danse, de frénésie collective, continuent d'ailleurs de se tenir tous les week-ends cet automne. Et cette mode libertaire, que l'on compare souvent d'ailleurs au mouvement hippie, c'était il y a 30 ans déjà, pose des problèmes de sécurité. Occupation de terrains privés, notamment agricoles, pollution sonore notamment, risques sanitaires, usage et trafic de drogue. Il y a eu récemment plusieurs accidents mortels lors de rave parties souvent improvisés. Faut-il réglementer ces rave parties? Qui sont leurs adeptes? Que recherchent-ils? Quels sont les dangers liés aux nouvelles drogues chimiques qui circulent dans ces fêtes? Ce sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre ce soir de la manière la plus sereine possible, la plus documentée aussi. Tout de suite, le sommaire de cette émission. C'était Bernard Delay-Delardière pour des documentaires sereins. Des documentaires. Alors, on voit aussi qu'il y a quand même tous ces clichés sur les rave parties qui ont été véhiculés par les médias. Et vous, comment les avez-vous vécus à Nancy lors de vos événements, activités, qui en a un peu parlé aussi tout à l'heure? Et maintenant, est-ce qu'une certaine tempête est passée ou est-ce que vous êtes traité parfois de la même manière? Par exemple, Manu, comment on te carte blanche des concerts? Non, je pense que l'amalgame techno égale drogue est passé depuis de nombreuses années. Je pense que maintenant, la musique électronique, elle est partout, elle est même dans les génériques des journaux télé, elle est dans les... En fait, la musique électronique est absolument partout maintenant. Je crois qu'il y a même beaucoup de musique sans musique électronique dedans, donc cette généralité fait partie vraiment d'une autre page, je pense, plus des années 90 ou milieu des années 2000. Après, quelle est la question? Eh bien, comme tout à l'heure, on n'avait pas vraiment une question. Oui, en fait, voilà. Ah, voilà. Ta question, si j'ai bien compris, c'était quelle était la place des drogues dans... Ah non, j'ai pas osé dire ça, Oui, mais tu n'as pas osé. Je n'ai pas osé, mais on peut en parler. Moi, je trouve que ça serait quand même bizarre de ne pas en parler, parce que si les médias en parlent, il faut, je pense, quand même en parler. Et je rebondirai là-dessus en disant, moi, ma référence a toujours été l'Allemagne. L'Allemagne, ils arrivent, on en parlait tout à l'heure, mais après, moi, ce qui me fascine, c'est les clubs comme le Berghain, le KitKat ou le Sisyphos, etc. Ce sont des institutions. C'est ouvert du jeudi au mardi. Vous croyez que les gens du jeudi au mardi, ils boivent du jus d'orange? Non, c'est clair. Les gens viennent du monde entier là-bas. Et ils n'arrivent pas à avoir cet amalgame. Ils n'arrivent pas à avoir cet amalgame parce qu'ils ont une maturité qui est extraordinaire, qu'ils ont une culture club. Vous ne pouvez pas rêver à Berlin parce qu'il fait froid de novembre à avril de toute façon. Donc tout se concentre en club. De là s'est créée une économie et de là est venu
des gens du monde entier et qui ont fondé Berlin, et qui ont fondé Londres aussi, mais de moindre mesure, ou Amsterdam. Et je trouve que c'est confondre deux choses, c'est que si les gens viennent en rêve, c'est qu'il leur manque quelque chose qu'ils ne trouvent pas en club. Et quand un pays arrive à développer un clubbing noble, c'est que derrière, on leur permet de faire des choses. C'est tout simple, mais depuis que la législation est passée à 7 heures pour les clubs en France, et je pense que certainement Manu pourra nous le confirmer, ça a changé beaucoup de choses. Et c'est un grand espace de liberté. Donc moi, c'est fondamentalement lié, mais il faut quand même toujours se méfier de... Enfin, tu nous as quand même montré Bernard de la Villardière. Bernard, tout à fait. Franchement, il le fallait. Je suis d'accord. Bien, très bien dit, Marc. Merci. Je propose qu'on pense à finir cette très agréable... Ah, je vous en prie. Je veux juste parler d'un truc, je crois que c'est... je voulais juste dire un truc d'à l'époque. C'est que le rôle des disquaires dans une ville où on achetait nos vinyles, et c'était un point de rendez-vous. Donc je tiens à remercier tous les disquaires de la région, de Nancy évidemment, Seb est parti. Donc Seb du magasin Electrosound, il y avait bien sûr voilà, bien sûr le Warhouse, il y avait Jean-No et Goodbye qui s'occupaient du Minimal Records, on avait Wayne, et tous ces endroits-là, ils étaient super importants parce que c'était des points de rendez-vous à la fois pour avoir des infos sur les fêtes. L'idée du flyer, à un moment, c'est qu'il n'y avait pas, on ne l'envoyait pas par mail, on ne le regardait pas sur Facebook, on avait un bout de papier qu'on allait chercher au magasin de disques. On se rencontrait les uns les autres, on se passait on se disait tiens, tu devrais prendre ce disque-là. Et voilà, et c'était important. Alors je dis pas que c'est mieux avant, c'est pas ce que je dis. Je dis du rôle essentiel que jouaient les disquaires dans une culture, en tout cas dans la diffusion d'une musique à travers un réseau effectivement d'habitués, mais aussi plus général, parce que voilà, ils étaient en pleine rue, et puis les gens pouvaient passer, écouter un vinyle. Voilà, enfin, c'est quelque chose de très important, en tout cas pour moi, je l'ai vécu de manière très importante, la place des disquaires dans toute cette culture-là. Et à Nancy, je pense que ça doit être vrai ailleurs aussi, en tout cas pour l'époque. Aujourd'hui, on n'est plus dématérialisé, donc forcément, c'est plus compliqué. Voilà. Bravo. Je propose, s'apprête à finir cette très agréable table ronde et qu'on définisse ce qui est pour vous une bonne soirée. Et n'hésitez pas vous aussi à venir et à dire qu'est-ce qu'une bonne soirée. Là où il y a Bernard de la Villardière. Peut-être que Anthony a dit qu'est-ce qu'une bonne soirée. Ah merde, on vous a entendu. Allez, c'était pas plein de choses. Exactement. Moi, je vais en profiter tant que j'ai mis le compte. Voilà, parce que j'ai pas tout suivi. Il est très bavard, allez, dans l'infini. Pour parler aussi un peu du début, justement, à Nancy, parce que c'est vrai qu'on parle un peu de toute l'époque, il faut bien voir qu'au début, fin des années 80 et début des années 90, même les clubs, c'était difficile de se produire avec cette musique. C'était vraiment très dur. Des fois, on arrivait même dans des clubs qui jouaient de la dance à passer cette musique seulement 1 heure. Et rien qu'1 heure, on était content. C'était ça un peu le défi. Et je pense que sur Nancy, un des premiers clubs qui s'est un peu ouvert pour ça, et à l'époque, il y a un DJ qui malheureusement n'est plus maintenant, n'existe plus, qui s'appelait Jeff Val et qui avait même ouvert un magasin de disques à Nancy. Ça s'appelait House Records à l'époque, dans la vieille ville. Et je crois que c'était avec lui, je pense qu'on a dû être un peu les premiers à organiser une rave party au campus en 1990. Avec une affiche justement reprise des Anglais, où c'était marqué Rave Party. Il y avait eu quelque chose comme 150-200 personnes. On n'avait pas été payé, mais c'était pas le but. C'était déjà le but à cette époque, c'était déjà de pouvoir diffuser un peu cette musique. Donc c'était un peu ça le plus important. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est que Nancy était quand même toujours un peu, dans la région, je pense, très avant-gardiste par rapport qu'à Metz. À Metz, c'était déjà plus dur de faire ça. Et Nancy, c'était une ville qui s'est toujours un peu plus ouverte, je trouve, quand même, aux musiques électroniques, même à l'époque. Et sinon, il y a eu quand même pas mal d'acteurs. Certains sont encore là, certains sont plus là. Et je pense que c'est justement tous ces gens, toutes ces choses qu'il y a eu, qui ont fait évoluer. Et puis, il faut vivre avec son temps, parce que la manière de diffuser la musique a vraiment évolué, elle a vraiment changé par rapport à l'époque.
la manière d'organiser aussi. Comme on parlait tout à l'heure, Manu, même les DJ, c'est vrai que certains artistes aujourd'hui, on ne peut plus les faire, ou sinon il faudrait faire une entrée à 50 €, des choses comme ça. Donc c'est vrai que ce phénomène évolue, et tant mieux, des fois il faut faire avec. Après, certains vont être peut-être écrits par rapport à l'évolution de cette musique, par rapport à l'évolution de la diffuser même. Et je pense qu'il faut vivre avec son temps, et puis que c'est peut-être même plus facile aujourd'hui qu'à l'époque. Mais à l'époque, il y avait aussi justement ce côté un peu qui n'était pas connu, c'était secret, on en entendait parler comme ça, on ne savait pas vraiment ce que c'était ce mouvement, comme disait Manu tout à l'heure. Aujourd'hui, la musique électronique, on en a partout. À l'époque, il n'y en avait nulle part, il n'y en avait ni à la radio, il n'y en avait ni à la télé, il n'y en avait pas dans les magasins, comme on peut voir aujourd'hui, dans les publicités et tout ça. Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a vraiment une bonne évolution. Il faut penser à tous ces acteurs qui ont été là, qu'on n'a peut-être pas cités, il y en a eu beaucoup. Il y a eu des Max Zadis, tu as cité, c'était important aussi, autant Journaux, Minimal Records, Electrosound. Et c'est bien parce qu'il y a toujours eu de la relève. Et moi, je vois ça, j'ai plus de 50 ans aujourd'hui, je suis là depuis fin 80 par rapport à cette musique. C'est vrai que j'ai plus démarré à Nancy, j'ai même, pourtant étant de Metz, j'ai plus joué souvent à Nancy qu'à Metz. Et peut-être justement parce que je pense que le public de Nancy est peut-être un peu plus ouvert musicalement aussi et a peut-être accepté plus facilement cette musique. Et je pense que c'est pas fini aussi, quoi. L'évolution continue. Après, il y en a des fois qui sont un peu contre, un peu pour. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des DJ peut-être qui calculent, qui appuient peut-être sur un bouton surcalé. Mais je pense pas que c'est le plus important. C'est peut-être justement cette musique qui est toujours en train d'évoluer avec des mélanges et tout ça. Et je ne sais pas qui c'est qu'on a oublié de citer encore, mais il y a pas mal de gens, après c'est sûr on va toujours en oublier, mais il y a eu vraiment, je pense, pas mal d'acteurs importants qui peut-être aujourd'hui ont disparu, certains sont toujours là, et je pense qu'il faut continuer comme ça, et qu'aujourd'hui même à Nancy, il commence à y avoir quand même des clubs où il y a vraiment une programmation intéressante aussi, ce qui n'était pas le cas à l'époque, et aujourd'hui je pense que pas mal de gens peuvent s'exprimer, on peut aussi voir des artistes qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir, et de ce côté-là, je pense que franchement, Nancy, au niveau musique électronique, a toujours une très bonne évolution avec beaucoup d'endroits et je pense que ça continue toujours aujourd'hui et c'est tant mieux. Bien, je te remercie. Est-ce que je propose que ça soit le mot de la fin? Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Je pense qu'on peut finir. Merci à vous d'être venus, d'avoir merci beaucoup. Ça nous a fait énormément plaisir de vous accueillir. Merci à vous aussi d'être restés si tard et pour revivre cette période-là tous ensemble. Je vous invite à aller à la fois et à découvrir le site Toute une histoire sur les ordinateurs qui sont là-bas. On pourra retrouver aussi, le but du site, c'est de remonter l'histoire des musiques sur ce site d'archives. Et n'hésitez pas à discuter entre vous et à prendre une dernière bière au bar. Merci beaucoup. Merci à toi, Adrien. Et bien sûr, je tenais à remercier les contributeurs qui ont déjà partagé avec nous les flyers. Merci à toi Manu, merci à Seb, merci à Funstay pour tous ces efforts de numérisation qui vont être sur l'histoire. Merci à vous.